Si on isole complètement un être humain, qu'on le coupe de toutes ses perceptions sensorielles et qu'on le plonge dans le sommeil le plus profond possible, eh bien, la physique quantique moderne et les anciens sages indiens s'accordent sur une chose qui est à la fois terrifiante et magnifique. Cette personne devient, d'une certaine manière, l'univers lui-même. Ouais, c'est vraiment le point de convergence ultime, quoi. Exactement. Donc aujourd'hui, on entame une exploration en profondeur qui est juste vertigineuse. On a rassemblé pas mal de sources fascinantes. On a la traduction d'un dialogue intellectuel tamoul qui est honnêtement extrêmement dense. On a des notes sur la théorie d'évolution de Darwin et des principes très poussés de mécanique quantique. Et le but, la vraie mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de décortiquer cette énorme synthèse sans rien laisser de côté. Parce que c'est fascinant de voir comment la science objective d'aujourd'hui, enfin celle qui regarde vers l'extérieur avec des instruments gigantesques, des accélérateurs de particules, commence à prouver exactement ce que la science subjective ancienne affirmait il y a des milliers d'années, juste en regardant vers l'intérieur par la méditation. D'accord, décortiquons tout cela, parce que cette plongée va complètement, mais vraiment complètement, bouleverser la façon dont on perçoit le temps, l'espace et notre propre place en tant qu'être humain dans l'univers. Et je propose qu'on commence direct par la biologie, le fameux mythe du singe et le berceau africain. Ah bah oui, il faut absolument clarifier ça. C'est la plus grande idée fausse sur l'évolution, en fait. Les humains, on ne descend pas des singes modernes qu'on voit aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais, l'image du chimpanzé qui se redresse peu à peu, c'est faux, quoi. Mais totalement. Il y a environ 6 à 8 millions d'années, il a existé un ancêtre commun. Et à partir de là, une branche de la famille est restée dans les arbres, ce qui a donné les chimpanzés et les gorilles, et l'autre branche est descendue sur la terre ferme. Et c'est cette branche-là qui s'est redressée pour devenir l'Homo sapiens. Du coup, pour rendre ça super visuel pour ceux qui nous écoutent, c'est comme partager un grand-père avec son cousin germain. On descend pas de son cousin, tu vois, on a juste une racine commune. C'est exactement ça, très bonne analogie. Et les sources précisent bien que tout ça, ça a commencé en Afrique de l'Est il y a environ 300 000 à 200 000 ans. Et c'est dû à des changements climatiques majeurs. Les forêts denses devenaient des savanes. Fallait bien s'adapter, quoi. Voilà. Et il y a 70 000 ans, un petit groupe a quitté l'Afrique. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, l'ADN de tous les humains, qu'on soit en Inde, en Chine, en Afrique ou en Amérique, bah, il est identique à 99,9%. C'est ouf quand on y pense. Mais ça m'amène à une question qui est dans nos notes et qu'on entend super souvent d'ailleurs. Pourquoi les singes actuels, ils se transforment pas en humains aujourd'hui? Ouais, c'est le grand classique. Et ce qui est fascinant ici, c'est qu'il faut comprendre que l'évolution, c'est pas une course. Ouais, La ligne d'arrivée, c'est pas l'être humain. La nature, elle considère pas du tout l'état de singe comme inférieur, tu vois. Le singe, il est parfaitement adapté à son environnement. S'il n'y a pas de pression environnementale, s'il a tout ce qu'il faut pour manger et se reproduire, bah, il n'y a aucune raison de dépenser de l'énergie pour développer un gros cerveau ou marcher debout. la règle du moindre effort de la nature? Exactement. Pourquoi changer une équipe qui gagne? C'est clair. Et du coup, ça nous mène à un concept clé de nos sources, qui est juste dingue. Que se passerait-il si l'humanité retournait vivre dans les arbres? C'est ce que le dialogue appelle l'évolution régressive, ou la déévolution, quoi. Ah oui, le fameux principe du utilise-le ou perds-le. La nature, elle ne garde que ce qui sert. Si on retournait dans les arbres, nos mains s'allongeraient, nos orteils s'écarteraient de nouveau pour pouvoir saisir les branches. Nos pieds redeviendraient d'aimants, en gros. C'est ça. Et même le coccyx, tu sais, ce vestige de queue qu'on a, eh ben, il pourrait très bien repousser pour nous aider à garder l'équilibre. Et le plus fou, c'est notre cerveau. Le gros cerveau qui nous sert à comprendre l'informatique ou la philosophie et rétrécirait. Wait, vraiment? Le cerveau deviendrait plus petit? Bah oui, parce que l'intelligence de survie animale remplacerait l'intellect. Un gros cerveau, ça consomme une énergie monstrueuse. Si t'as juste besoin de trouver des fruits et d'éviter les prédateurs, t'as pas besoin de ça. Et on a des exemples historiques concrets. Pense aux baleines. Ah ouais, des mammifères terrestres qui sont retournés dans l'eau. Absolument. Ou l'autruche qui a carrément perdu sa capacité de voler, parce que c'était plus utile pour elle. Mais du coup, j'ai une objection là. Si l'humain retourne dans les arbres pendant, je sais pas, des millions d'années, est-ce qu'on redevient exactement le même chimpanzé qu'il y a 8 millions d'années? On rembobine le film à l'identique. Alors là, la science est catégorique, c'est non. C'est ce qu'on appelle la loi d'irréversibilité de Dollo. L'évolution ne réécrit jamais le même scénario. D'accord, donc on serait quoi alors? On deviendrait une nouvelle espèce de grand singe, avec peut-être un nouveau type de queue. Parce que notre ADN actuel, il a tellement évolué entre-temps, il a accumulé des mutations, on ne peut pas juste faire un CTRL Z et revenir en arrière, quoi.
C'est super intéressant. L'évolution n'a donc pas de destination finale, c'est juste un processus ouvert, et c'est là que nos sources font un bond incroyable de la biologie à l'astrophysique. Le pendule cosmique. Oui, parce que cette idée d'absence de destination, c'est valable à l'échelle de l'univers tout entier. Si on prend la thermodynamique, l'énergie ne fait que changer de forme. Une étoile naît, elle explose, ça fait des cendres, et pouf, de ces cendres naissent de nouvelles planètes. C'est un recyclage infini. Voilà. Et les textes anciens en parlent comme d'une danse. D'un côté, tu as le point de départ cosmique, le Big Bang, qu'ils appellent Srishti, et de l'autre, tu as l'effondrement cosmique, le Big Crunch ou Pralaya. Donc entre ces deux frontières, la vie oscille, comme un énorme pendule. Exactement. L'univers, c'est un équilibre dynamique, c'est pas statique du tout. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond? Parce que cette idée d'énergie qui oscille, ça résonne énormément avec le concept de samsara, tu sais, la roue du temps dans le Sanatana Dharma. L'univers n'est pas un bâtiment solide, c'est une balançoire géante. Tout à fait. Et c'est là que le lien entre le macrocosme et le microcosme devient bluffant. Dans la Mandukya Upanishad, on décrit 3 états de conscience humaine. L'éveil, qui est Jagrat, le rêve, Swapna, et le sommeil profond, Susupti. Le sommeil sans rêve, c'est ça? Oui, le point zéro, là où tout disparaît. Il n'y a plus d'ego, plus de séparation avec le reste du monde. Et les sources relient ça directement au Big Bang cosmique. C'est la dissolution totale de l'univers. Ah waouh! Et quand on se réveille le matin, c'est un nouveau monde qui est créé. C'est un Big Bang quotidien à l'échelle de notre cerveau. Ok, mais là je dois poser une question, une objection philosophique, vertigineuse tirée du texte. Quand un humain dort, ok, il n'y a pas de souci, un autre humain peut être dans la pièce et le regarder dormir, non? Oui, bien sûr. Mais quand l'univers entier se dissipe, quand tout le cosmos est dans ce sommeil profond du Big Crunch, qui est là pour l'observer? Parce que si on fait le lien avec la physique quantique et l'effet de l'observateur de John Wheeler, on sait que la matière n'existe que si elle est observée. S'il n'y a plus personne, comment ça marche? C'est une excellente question. Et c'est là que le Rig Veda, avec le Nasadya Sukta, apporte une réponse magistrale. L'univers n'a absolument pas besoin d'un observateur externe. Comment ça? Parce que dans l'Advaita Vedanta, le créateur et l'univers ne font qu'un. Il y a ce qu'on appelle une conscience témoin. L'univers, en fait, se regarde lui-même à travers nous. Nous sommes les yeux de l'univers. Oh waouh! Donc nous, les humains, on est juste l'univers qui fait l'expérience de lui-même. C'est exactement ça. Il n'y a pas de dehors, tout est à l'intérieur. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que si on prend l'opposé exact de ce sommeil profond, de cette obscurité totale, du Big Crunch, l'opposé, c'est un éveil absolu. Et les sources parlent d'un état de pure lumière. Le Turiya, c'est ça. Oui, le Turiya. Dans la Katha Upanishad, c'est décrit de manière poétique. Le soleil ne brille pas ni la lune, ni les étoiles. C'est la lumière des lumières. C'est un état de conscience ultime. Et les astrophysiciens, ils disent quoi là-dessus? Ils appellent ça l'époque des photons. La photon-époque, ouais. C'est ça. Juste après le Big Bang, l'univers, c'était juste ça. Pas de matière solide, pas de planète, juste un plasma incandescent de la pure lumière. Mais attends, la fameuse formule d'Einstein, E égale mc carré, ça prouve exactement ça, non? Que la matière solide, genre la table devant moi, c'est juste de l'énergie? Donc, de la lumière condensée. Absolument. La masse, c'est de l'énergie figée. Donc, quand les anciens sages, dans leur état de méditation profonde, disaient que tout ramenait à la lumière pure, la cosmologie moderne dit exactement la même chose avec ses équations. C'est dingue que ces deux mondes, qui semblent si éloignés, arrivent à la même conclusion. Mais ça nous amène à la section suivante de notre analyse, et c'est peut-être la plus difficile à concevoir pour notre cerveau. L'illusion du temps. L'idée très choquante que l'obscurité totale, la pure lumière et notre univers physique actuel existent en fait tous simultanément. Oui, là on entre dans le domaine de la superposition quantique et du bloc univers d'Einstein. Le temps, c'est pas une rivière qui coule du passé vers le futur. C'est un bloc figé. Genre, tout est déjà là. Exactement. Prends la superposition quantique. Une énergie peut occuper plusieurs états à la fois tant qu'elle n'est pas observée. L'exemple parfait, c'est l'eau. H2O, ça peut être de la glace, de l'eau liquide ou de la vapeur. Potentiellement, les 3 états existent dans la même molécule. Ouais, et la Isha Upanishad disait un truc du genre ça bouge et ça ne bouge pas, c'est très loin et c'est très proche, C'est tout à fait ça. mais c'est quand même dur à visualiser.
Dans les sources, il y a la célèbre analogie védantique de la corde et du serpent. Est-ce que tu pourrais nous la détailler? Parce que je pense que c'est la meilleure façon de comprendre ça. Bien sûr. Imagine, tu marches sur un chemin dans la pénombre, d'accord? Ok, Par terre, tu vois une forme et tu sursautes parce que tu penses que c'est un serpent. Ce serpent, avec ses mouvements imprévisibles et le danger qu'il représente, c'est notre univers changeant, le monde physique de tous les jours. ouais, le monde avec ses problèmes, ses joies, le temps qui passe. Voilà. Maintenant, imagine que la nuit tombe complètement, l'obscurité totale. Tu ne vois plus rien, même pas le serpent. Ça, c'est le sommeil profond, le vide, le big crunch. Le néant. Exactement. Et d'un coup, quelqu'un allume une lampe torche hyper puissante, la pleine lumière. Et là, tu regardes par terre et tu vois quoi? Une corde. Une simple corde posée là. Il n'y a jamais eu de serpent en fait. Jamais. Le serpent n'a jamais existé. L'obscurité n'était qu'une absence de lumière. La seule chose qui était là depuis le début de toute éternité, c'était la corde, la réalité suprême, la lumière pure. Donc, le passé, le présent, le futur, l'univers en mouvement et la dissolution, tout ça, c'est juste notre perception de la corde. Exactement. Tout existe en même temps. Ok, mon cerveau commence à fondre. Mais c'est passionnant. Et si tout existe en même temps et au même endroit, ça nous lance direct dans le concept du multivers et des 11 dimensions. Ah, la théorie des cordes, oui. Parce que dans nos notes, l'équivalent cosmique du rêve humain, ou ces fameux mondes invisibles de la mythologie indienne, ça correspond parfaitement à cette physique moderne. Oui, les Devalokas, le Vaikunta. La théorie des cordes nous dit qu'il existerait jusqu'à 11 dimensions empilées exactement au même endroit que nous. Et les textes anciens parlent de 7 mondes, ou 7 lokas, qui sont connectés aux 7 chakras du corps humain. Donc, le monde qu'on perçoit dépend littéralement du chakra qui est actif, de notre niveau de conscience. Exactement. Il y a un super exemple dans la Brihadaranyaka Upanishad pour illustrer ça. Prends une même femme. Un homme ordinaire va la percevoir comme un objet de désir. Un tigre va la voir comme une proie, un repas. Et un sage va voir en elle la mère divine. L'objet ne change pas, c'est le récepteur qui change. C'est marrant, l'analogie qui me vient, c'est celle d'un poste de radio. Dans la pièce où on est, en ce moment même, l'espace est traversé par des ondes Wi-Fi, des fréquences radio pour la musique, des signaux de télévision, tout coexiste dans la même pièce sans se mélanger. Et pour capter la musique, il te faut juste le bon récepteur, réglé sur la bonne fréquence. Voilà, il suffit de changer de canal. Mais du coup, j'ai une question cruciale. S'il y a d'autres canaux, d'autres dimensions, y a-t-il eu des voyageurs interdimensionnels dans le passé? Des gens qui ont pu changer de fréquence consciemment? Eh bien, si nous relions cela à une vision plus globale de la physique quantique et de l'intrication, les sources parlent de figures historiques et mythiques qui faisaient exactement ça. Le sage Narada, par exemple, ou les Siddhas tamouls. Ah oui, les Siddhas, avec leurs fameux 8 pouvoirs, les Ashtama-Siddhis. Voilà, ils disaient pouvoir devenir aussi petit qu'un atome, ou aussi grand que l'univers. Et il y a aussi l'histoire de Lila dans le yoga Vasista qui navigue entre 3 espaces. L'espace physique, l'espace subtil et l'espace de la pure conscience. Mais ils n'utilisaient pas de machine pour ça. Non, c'est là toute la différence avec notre science-fiction occidentale. Ils modifiaient leur propre niveau de conscience. Et le meilleur exemple, c'est dans la Bhagavad Gita. Quand Arjuna est complètement perdu, Krishna lui accorde la vision divine, le Divya Chakshu. Et qu'est-ce qu'ils voient avec ça? Il voit le futur, le passé, toutes les dimensions et toutes les formes de l'univers simultanément. Son récepteur radio interne s'est ouvert sur toutes les fréquences en même temps. Pas besoin de vaisseau spatial, le voyage est entièrement intérieur. C'est juste époustouflant de se dire que notre propre esprit contient cette technologie. Et ça nous amène vraiment au message de synthèse de toute cette exploration. Parce que le postulat majeur de nos sources aujourd'hui, c'est que la science moderne, en dépensant des milliards de dollars, en construisant des collisionneurs de particules souterrains de plusieurs kilomètres de long comme le CERN, elle redécouvre exactement ce que les sages de l'Inde ancienne avaient découvert en s'asseyant en silence, les yeux fermés. Et ce n'est pas une simple coïncidence ou une exagération poétique, c'est documenté. Des physiciens comme J. Robert Oppenheimer, Niels Bohr, Erwin Schrödinger. Les pères de la physique quantique, carrément. Oui, eh bien, ils ont tous puisé dans les textes indiens pour comprendre la physique quantique, parce que les mathématiques leur donnaient des résultats complètement contre-intuitifs. La pensée occidentale classique ne suffisait plus pour expliquer ce qu'ils observaient dans l'atome. Ils avaient besoin de la philosophie védantique pour accepter qu'une chose puisse être 2 choses à la fois.
Donc comprendre tout ça, faire ces liens, c'est pas juste un petit exercice intellectuel sympa. C'est une véritable invitation à élever la conscience humaine, passer de la croyance aveugle à une réalisation scientifique et métaphysique de qui on est vraiment. Tout à fait. C'est comprendre qu'on est profondément connecté à la trame même de l'univers. Et pour terminer, j'aimerais lancer une pensée finale provocatrice, un truc à garder en tête après la fin de cette analyse. Si on part du principe que notre conscience, c'est juste l'univers en train de s'expérimenter lui-même, et que le passé, le futur et toutes ces 11 dimensions existent en même temps, superposées, vibrantes, juste ici dans notre salon. Ouais. Alors, que sont réellement nos intuitions soudaines, ou ces fameux moments de déjà-vu qui nous donnent des frissons? La science moderne classique dira que ce sont de simples petits bugs cérébraux, des retards de traitement dans notre cerveau. Mais avec tout ce qu'on vient d'analyser, est-ce que ce n'est pas plutôt notre conscience, notre récepteur radio interne, qui capterait accidentellement pendant une fraction de seconde la fréquence d'une autre dimension de ce multivers? C'est une excellente réflexion. Une fuite de signal entre deux fréquences. Voilà. Une autre réalité qui vibre tout autour de nous en ce moment précis. Et je trouve que ça, c'est une sacrée question pour prolonger la réflexion. C'était notre plongée au cœur du temps, de l'évolution et de la conscience quantique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration.